Les Français parlent aux Français, du bout du monde. Les Français s'imaginent que la douane est une administration civile qui n'opère que sur le sol français. C'est bien méconnaître l'histoire, notre histoire. Depuis des siècles, la douane a été un corps militarisé qui, en temps de guerre, a toujours pris une part active au combat. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en 14-18, les douaniers étaient chargés des missions les plus secrètes sur le sol ennemi pour renseigner nos forces militaires. Une force spéciale qui n'en avait pas le nom. Pour en parler dans cette 10e émission avec vous sur la Voix du Béarn, Joël François Dumont, vous avez choisi un douanier qui occupait encore il y a quelques jours de hautes fonctions à Berlin où vous vous trouvez. La douane aujourd'hui est devenue une institution qui est engagée sur tous les fronts et dans le monde entier. L'un des services de la DNRD et même l'un des 4 piliers du renseignement français. Vous ne savez pas ce qu'est la DNRD, vous allez le découvrir. Je sens que nous allons découvrir encore beaucoup d'autres belles pages de notre histoire, Joël François. La douane existe dans presque tous les pays du monde. Les missions de la douane varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais on peut dire que la douane est avant tout une institution économique et financière à caractère fiscal et sécuritaire. Yvan Chazalviel, toute votre vie, vous l'avez faite au sein de la douane française. Alors, la douane, qu'est-ce que c'est ? Bien, je crois, Joël François, que vous l'avez fort bien défini. La douane, c'est une administration qui est partagée entre différentes missions, quel que soit le pays. Une mission fiscale, c'est-à-dire collecter de l'argent d'abord pour l'État et ensuite pour des ensembles plus larges comme l'Union européenne. C'est également une administration économique qui est là pour aider l'opérateur, l'aider directement ou indirectement, on pourra y revenir. Lorsque Colbert prenait des ordonnances pour favoriser les manufactures françaises en taxant fortement les produits importés, il s'appuyait sur la ferme générale, l'ancêtre des douanes, pour prendre des mesures économiques protectionnistes. Ça peut être aussi des mesures économiques libérales. Ça viendra beaucoup plus tard. Et enfin, le rôle sécuritaire de la douane s'est renforcé d'année en année et encore davantage après 2015 et les attentats. Alors, on sait très bien qu'il y a les douaniers dans les aéroports, on avait des douaniers aux frontières, mais aujourd'hui avec l'Europe, on n'a plus de frontières. Donc, est-ce que le rôle des douaniers et le rôle de la douane ont changé avec l'Europe ? Je crois que j'ai vécu ce changement puisque je suis entré en douane en 1981 et j'ai connu 1993 la suppression des frontières fiscales et douanières. Et cette suppression nous a obligés à changer fondamentalement nos méthodes, à remplacer les gardes statiques aux frontières, le côté caricatural du douanier qui regarde si vous n'avez pas une bouteille d'alcool en trop, pour créer une douane mobile et présente sur l'ensemble du territoire. Ce qui a d'ailleurs énormément changé le métier et la capacité d'initiative des agents, parce qu'entre une escouade qui vient prendre une relève à la frontière et qui va regarder les voitures qui passent et en arrêter quelques-unes, et une équipe qui aborde un véhicule va choisir ses propres cibles en fonction des critères qu'on va lui donner, la part faite à l'initiative des agents est devenue extrêmement importante. Une partie de votre formation, c'est l'histoire. Et votre passion aussi, c'est l'histoire. On peut peut-être parler de l'histoire de la douane, parce qu'elle est très mal connue, les Français. C'est une vaste question. En fait, moi, je suis juriste de formation et historien de cœur. Si bien que j'ai toujours eu un œil pour ce passé qui éclaire notre avenir. C'est vrai que l'histoire des douanes est assez mal connue, malgré les efforts du musée des douanes, de l'association pour l'histoire et l'administration des douanes. On a fait beaucoup de choses pour la connaître, mais c'est resté quand même une affaire d'initiés, je dirais, peut-être jusqu'au centenaire de
de la guerre 14-18 qui nous a permis de découvrir énormément de choses. La douane sans frontières, c'est une douane qui intervient sur l'ensemble du territoire national, d'une part, et qui collabore pleinement avec les douanes et pas seulement les douanes, mais également les services de police et de justice des pays voisins, voire de pays très lointains. Et dans mon précédent poste, que j'ai occupé pendant quelques années à Berlin, mon rôle était de faire circuler l'information entre la douane française et des douanes ou des polices ou des services d'autres pays partenaires pour lutter contre la grande fraude. Et curieusement, quand vous étiez à Berlin, à l'ambassade de France, vous étiez non pas dans un bureau avec des gens qui s'occupent de tout ce qui est financier ou économique, mais vous étiez avec la mission militaire. J'allais dire, pour rester en le ton mission militaire, les deux mon général, parce que certes, le poste d'attaché douanier à Berlin se trouve contigu à, je dirais, un pôle de sécurité qui comporte l'attaché de sécurité intérieure, l'attaché fiscal, la mission militaire et d'autres services que je ne nommerai pas. Nous sommes sur la partie sécuritaire des douanes. Mais ça ne nous empêche pas non plus, ça ne m'a pas empêché de travailler avec les services économiques du Trésor, notamment pour aider les douanes à se préparer au Brexit et permettre, par exemple, aux camionneurs allemands de pouvoir franchir aisément la frontière franco-anglaise, malgré le rétablissement d'un certain nombre de formalités. Alors, j'ai eu la surprise de vous voir le 14 juillet, le 8 mai, de voir le monument aux morts français de Berlin. Vous étiez en uniforme. Je n'avais jamais vu un douanier en uniforme. Je dirais que c'est affaire de circonstances et l'administration a la bonne idée de nous laisser l'opportunité de choisir si nous sommes en civil ou en uniforme. C'est vrai que la douane est un service qui est partiellement en uniforme, qui a des traditions militaires, dont il reste, malgré leur atténuation, quelque chose, dans nos grades, dans notre symbolique, dans nos insignes. Et je pense que c'est important, lors des grandes commémorations nationales, il y a eu aussi, ce sont des souvenirs plus tristes, les minutes de silence pour les morts des différents attentats que la France a éprouvés. Je pense que dans ces circonstances, surtout quand on est seul et qu'on représente un service, c'est bien d'afficher la couleur, de dire qui on est et qui on représente. Alors, posons la question maintenant au colonel Yvan Chazalvieille, colonel des douanes, et parlez-nous de l'habit vert. Oh mon Dieu. Alors, colonel, d'abord, c'est un petit abus de langage. Nous portons les grades militaires selon une équivalence de grade qui nous est reconnue depuis Louis-Philippe, si je ne me trompe, qui a un peu bougé à la marge, mais peu importe. Mais, comment dirais-je, mon appellation serait directeur des services douaniers. Ce qui est, ma foi, beaucoup plus long à dire et beaucoup moins commode que colonel. Mais je pense que selon qu'on est dans un milieu civil ou militaire, les deux s'acceptent parfaitement. Surtout pour parler de l'habit vert, comme vous m'y invitez. Alors l'habit vert, certes, c'est l'héritage napoléonien, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière, et si vous voulez bien, un peu avant 1791, comment la royauté perçoit-elle les droits de douane ? Parce que les droits de douane, on en a besoin pour faire rentrer de l'argent dans un budget de la monarchie qui, pendant les dernières années du règne, a été constamment déficitaire. Et donc, pour faire rentrer l'argent, le système qui avait été retenu et qui va s'avérer totalement anti-économique, c'est de confier à une entreprise privée, la ferme générale, avec des attributs de service public, le soin de collecter certains impôts. Et évidemment, le bénéfice de cette entreprise se situe entre ce qui revient au Trésor et ce qu'elle a perçu sur les redevables. Et il y a, dans certains pays, des sociétés privées qui collectent encore l'impôt ou les droits de douane pour le compte d'États qui n'ont pas une structure étatique suffisamment forte pour avoir leur propre douane. Alors, Napoléon avait ses chasseurs verts, il avait ses 35 000 baïonnettes et ce régiment des douaniers au siège de Hambourg. De quoi s'agit-il ? Là, il s'agit vraiment des fastes des douanes d'une époque où il y avait 36 000 douaniers, et 36 000 n'est pas un chiffre qu'on jette comme ça sur la table. Il y avait, au plus fort du développement de l'Empire français, les douanes étaient présentes de Hambourg jusqu'aux provinces illyriennes.
il y avait 130 départements français, dont certains étaient français de fraîche date et ne le sont pas restés. Et pour faire fonctionner tout ça, et surtout pour appliquer le blocus continental, il fallait des douaniers, c'est-à-dire qu'il fallait des gens pour percevoir, mais il fallait aussi des jambes pour courir le long de la frontière et des bras pour appréhender la fraude. D'où un très fort recrutement de douaniers auquel l'empereur donne l'uniforme vert, ce qui les fera passer à la postérité comme les chasseurs verts de Napoléon. Alors, tant que l'Empire marche, si je puis dire, ils sont là sur des tâches de perception, de la protection contre la contrebande anglaise, qui est la grande affaire des années 1810, Et puis quand l'Empire va battre de l'aile, à partir de 1812-1813, à partir de l'échec de la campagne de Russie et du reflux vers des armées napoléoniennes, il va falloir à la fois adapter le dispositif douanier et en même temps contribuer à la défense de l'espace restant. Et c'est ainsi que les douaniers, qui n'avaient pas de statut militaire, mais la question ne se posait pas à l'époque, mais qui étaient en uniforme et en armes, et qui étaient de surcroît tous d'anciens militaires, vont participer à un certain nombre d'actions de défense. En particulier, ils vont s'illustrer au siège de Hambourg. Il y aura à Hambourg un régiment douanier, d'ailleurs un régiment multi-armes, puisqu'il comporte l'infanterie, de l'artillerie et même un élément fluvial. Et Davout, à qui avait été confiée la défense de Hambourg, prendra comme garde du corps une unité à cheval de la douane. Alors, en 1970, donc un peu plus tard, la douane a vraiment acquis sur le plan militaire ses lettres de noblesse. Oui, mais ça ne tombe pas rôti dans le bec, si je puis m'exprimer ainsi. La douane va d'abord connaître la période de la Restauration, avec une épuration des cadres, une diminution du nombre de douaniers. Comme ces douaniers étaient d'anciens militaires et supposés pour la plupart bonapartistes, le pouvoir royal va tailler un petit peu dans les effectifs, et par ailleurs d'anciens immigrés vont revenir en France et demander des postes, et on va leur accorder de très beaux postes dans la douane. Mais ça, c'est le jeu d'alternance qu'on retrouve dans toutes les administrations à cette époque-là. Je dirais que la période un peu charnière, c'est 1830, avec l'arrivée de Louis-Philippe, qui va nous donner officiellement, à partir de 1832, un statut militaire, et qui va mettre sur pied quelque chose qui va être perfectionné ensuite sous l'Empire et sous la Troisième République, une organisation militaire. Louis-Philippe c'est un roi bourgeois, on se souvient de Guizot, enrichissez-vous, mais la monarchie de Juillet, c'est pas que ça. La monarchie de Juillet, c'est la participation à la guerre qui va faire naître le royaume de Belgique, c'est aussi la poursuite de la conquête de l'Algérie, donc c'est une monarchie qui est paisible à l'intérieur, mais qui se montre active à l'extérieur, et qui, pour pouvoir projeter l'armée à l'extérieur, renforce les pouvoirs militaires des douanes en cas de besoin. Et je vais prendre je vais faire un petit parallèle avec la garde nationale. On a dit que la garde nationale était le meilleur support de Louis-Philippe. C'est vrai, et en même temps, c'est un support dont on se méfie, puisque certes, la garde nationale n'est pas complètement fiable. On se souvient du serment de Joseph Prudhomme, qui est rapporté par Didier Raufer dans « À qui profite le djihad ». Je me permets d'emprunter cette citation. Joseph Prudhomme, selon Gustave Flaubert, prête serment en disant « Je jure de défendre les institutions et au besoin de les combattre ». Voilà quel est un peu le serment caricatural de la garde nationale. Et donc, je pense que la monarchie louis-philipparde a souhaité pouvoir s'appuyer sur les douaniers, au moins pour la défense des côtes et des frontières, sachant que sur ces tâches-là, la garde nationale n'était pas complètement fiable. Alors, revenons à 1870, il s'est quand même passé quelque chose qui est totalement méconnu des Français.
1870 marque un grand tournant sur le plan militaire. On a besoin de faire du renseignement, savoir comment les Allemands opèrent, combien ils sont, où ils sont, quels sont leurs projets. Et là, les douaniers vont s'illustrer. Oui, tout à fait. En 1870, nous avons un gros problème pour savoir où sont les armées allemandes qui ont mobilisé beaucoup plus vite que nous, pour faire très, très clair. Et donc les douaniers vont déjà être employés, comme ils le sont en 14, pour observer la frontière. Et d'ailleurs, c'est ainsi que le premier mort de la guerre de 70 sera un douanier, le douanier Mouty. Mouty est en poste. Mouty est en poste avec son collègue Le Juste sur la route entre Sarrelouis et Thionville, à Schrecklin, et il voit venir des formes et une troupe en marche qui se rapproche d'eux, qui leur dit rendez-vous. Les deux braves croisent la baïonnette et les agresseurs tirent et le douanier Mouty tombe percé de coups. Le Juste sera gravement blessé mais en réchappera. Et notre premier mort de 1870, c'est un douanier. 5 jours avant le premier militaire tué dans le même conflit. Et donc la douane va effectivement être utilisée pour faire du renseignement, en particulier dans les places assiégées. Dans cette période-là, nos armées se réfugient dans des places fortes, Strasbourg, Belfort, Bitche, Longwy. Et là, les douaniers vont effectivement servir au commandant de garnison d'yeux et d'oreilles pour aller observer ce qui se passe à l'extérieur de la place. Donc les douaniers sont utilisés comme éléments de reconnaissance avant certaines sorties. Et notamment d'Enfer Rochereau, lorsqu'il parlera de la défense de Belfort, citera les unités douanières qui lui ont permis de voir clair autour de la place de Belfort et de prendre des mesures de défense. Donc, quand vous regardez le lion de Belfort, ayez une pensée pour les douaniers du Haut-Rhin qui ont contribué à sa défense en 1870. Alors, revenons en 1870, là, l'habit des douaniers qui était vert est devenu bleu et la douane était réorganisée complètement en fonction de la guerre. Tout à fait. Lorsque la guerre éclate, la douane porte l'habit vert. En plus, il est hérité du Premier Empire. Pensez bien que sous le Second Empire, on n'allait pas changer la couleur des douaniers, puisque c'était la couleur donnée par l'oncle. Le neveu n'allait pas revenir là-dessus. En revanche, après la défaite, après 1870, on va changer l'uniforme du douanier. Le douanier va être en bleu. Le bleu est à l'époque l'habit de la revanche. Et l'uniforme va se militariser de plus en plus, c'est très net. Nous devons à la défense de Hambourg le passepoil rouge en 1835, qui s'est transformé en bande rouge, qui reste à l'heure actuelle encore une caractéristique du pantalon des douanes, en grande tenue. On va également changer les insignes. On va adopter en 1875 le corps et la grenade. Le corps, symbole des unités légères qui font de l'éclairage, qui font de l'observation, et la grenade, symbole des compagnies grenadiers qui constituaient l'élite de l'armée. Donc cette association corps plus grenade est devenue véritablement à cette époque-là, et il est encore aujourd'hui, je la porte encore, l'insigne des douanes, l'insigne distinctif des douanes françaises. Principalement, on peut dire que les douaniers étaient employés comme guides, comme éclaireurs, comme téléphonistes et même comme mitrailleurs. Oui, alors ça je dirais c'est une longue évolution. Au départ, les douaniers sont formés en bataillon. Voilà. La chose la plus importante, c'est que en cas de guerre, les douaniers, depuis le statut de 1882, sont constitués en bataillon de marche, en bataillon actif et en bataillon sédentaire, en bataillon de forteresse, pour défendre la frontière. Et ce basculement du statut civil dans le statut militaire se fait en cas de mobilisation. Mais comme on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, bien entendu, les douaniers participent aux manœuvres. On les voit dans les grandes manœuvres nationales, on a des tableaux qui représentent des douaniers guidant des troupes à la frontière franco-italienne dans les années 1880. On a également une militarisation dans le fait que les douaniers sont encasernés.
Donc dans les localités frontières importantes, ils vivent entre eux dans des casernes, ce qui les coupe un peu de la population. Et on va, en suivant l'évolution même de l'armée, suivre les modes militaires. L'habit va changer de forme, va suivre de très près ce qui se fait au niveau de l'armée. Les douaniers vont demander à bénéficier des mêmes avantages que les militaires, et ça ne leur sera que partiellement accordé. Et il faut savoir qu'à l'époque, le douanier est le fonctionnaire, le douanier en tenue, le fonctionnaire le moins gradé, donc le moins payé. Il y a des pages d'Alphonse Daudet notamment, où il raconte l'agonie de la Sémillante, un bateau qui vient se briser sur les récifs de Bonifacio, et il y a 2 douaniers qui sont réfugiés dans une cabane avec le narrateur et qui lui racontent combien le métier est dur et comme ils sont mal payés, qu'ils ont du mal à survivre. Donc il y a toujours cette revendication, on est militaire mais vous ne nous accordez pas tout ce qui va avec. Il y aura notamment beaucoup de débats sur la création d'une médaille militaire pour les douaniers. Et en fait, on va créer une médaille d'honneur des douanes qui est très belle, qui a été créée en 1892, si j'ai bonne mémoire, et qui s'inspire assez de la médaille militaire. Il y aura aussi le tabac de cantine. Moi, jeune douanier, en 1982, j'ai touché du tabac de cantine qui était un héritage d'un privilège qui remontait aux années 1880. Alors, les douaniers, par contre, sur le plan militaire, le premier mort de la guerre de 1870, c'est un douanier. Le premier blessé de 1914, c'est un douanier. Donc on veut dire que les douaniers étaient toujours en première ligne. Oui, alors surtout que notre système de mobilisation prévoyait un retrait des troupes à quelques kilomètres de la frontière. C'est ce qui a été fait d'ailleurs à partir du 30 juillet 14, où les troupes, pour éviter tout incident au moment où on sent que la guerre est imminente, on retire les troupes actives de l'extrême frontière, et la garde de la frontière est assurée uniquement par des bataillons de douaniers et des bataillons de chasseurs forestiers. Là, on sent la solitude du veilleur qui a en charge toute la sécurité du territoire derrière lui et qui est un enfant perdu en première ligne. Donc, effectivement, au tout premier jour de la guerre, des bataillons de douaniers sont formés en face de l'Allemagne, donc sur une frontière franco-allemande qui n'a pas le même dessin qu'aujourd'hui, puisque vous savez que l'Alsace et la Moselle étaient annexées à l'Empire allemand, donc c'est sur cette frontière provisoire de 1870 à 1914 que s'effectue la mobilisation, et on va trouver dès les premiers jours des douaniers en premier rideau pour observer les troupes allemandes. Et d'ailleurs c'est à cette occasion que le premier prisonnier allemand est fait le jour de l'entrée en guerre de l'Allemagne par une unité des douanes de Belfort qui capture un sous-officier du 22e dragon badois. Après, les choses vont aller au rythme du plan Schlieffen. Alors, je le résume pour nos auditeurs, le plan Schlieffen, il consistait en quoi ? Il consistait à étendre démesurément l'aile droite allemande pour déborder par la Belgique les troupes françaises et les troupes anglaises et essayer de les enfermer dans un vaste mouvement de tenaille. Donc après la bataille des frontières, après l'échec des Français à rentrer vraiment en Alsace, le front se stabilise de ce côté-là, avec des unités douanières d'ailleurs en première ligne, et puis chacun des deux adversaires va essayer de déborder l'autre, les Allemands, donc je le disais, passant par la Belgique, la douane française au fur et à mesure activant toutes ces unités qui étaient positionnées tout le long de la frontière, donc ça va être d'abord les Ardennes, et ensuite le Nord, avec l'appel à la mobilisation des unités qui se trouvaient à Lille et à Dunkerque. Ça va être autour du 20-21 août 1914. Donc les choses vont très vite. La guerre est déclarée le 3 août 14. Le 21 août, les Allemands sont face à Lille et commencent à encercler également Longwy, et ainsi que Maubeuge, Givet, toutes ces places. Et là, on assiste au même mouvement qu'en 1870, c'est-à-dire les douaniers participent à la défense de ces places fortes. Ils vont également faire l'éclairage des places fortes pour le compte des
des militaires qui les commandent. Et enfin, il y aura un fait d'armes assez remarquable en août, à la fin août 14, où la compagnie forteresse de Longwy, commandée par le capitaine Genso, décide de refuser la capitulation de la place. La place a été bouleversée par les tirs d'obus de gros calibre allemands, et le capitaine Genso rassemble ses douaniers, ce qu'il en reste, rassemble également quelques militaires qui ne voulaient pas céder qui ne voulaient pas capituler, et ce sont 150 hommes qui parviennent à faire la percée et à rejoindre Verdun, où ils se reforment. C'est ce qui vaudra à cette compagnie de forteresse la première citation collective à l'ordre de l'armée. Et nous vaudra plus tard, en 1921, la croix de guerre qui sera accrochée au drapeau des douanes. Car, effectivement, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais en 1880, la Troisième République de la Revanche remet à la douane son premier drapeau. Alors, il y a aussi un lieutenant des douanes qui a été victime des Allemands puisqu'il a été fusillé. Oui, alors paradoxalement, cette histoire est une histoire d'amitié. Parce qu'en fait, elle vient de la rencontre entre deux historiens amateurs. Mon ami Sébastien Laudan, qui est le criminal directeur à la police criminelle de Berlin, qui avait travaillé sur l'historique d'un régiment allemand, l'infanterie régiment 72, c'était un régiment de Thuringe qui tenait garnison à Torgau sur l'Elbe, l'endroit où les Américains et les Russes se sont rejoints en 1945. Et ce régiment va foncer à travers, il fait partie du 4e corps, il va foncer à travers Valenciennes, ils vont bousculer la 84e division territoriale et les douaniers qui étaient à leur suite. Et donc, dans l'historique de ce régiment, il y est question d'un mystérieux lieutenant des douanes qui a refusé la capitulation lui aussi et qui a essayé de désarmer un des soldats allemands qui le gardait et a été fusillé. Et mon camarade Sébastien Laudan cherchait quel était le nom de ce douanier. Alors moi je n'avais pas l'historique de l'IR 72, mais en revanche j'ai pu identifier ce douanier. Il s'appelait Drancourt, Émile Drancourt. C'est un homme de Cambrai, né de parents tisserands, et qui présente vraiment le profil classique d'un douanier qui a fait son petit chemin avec une instruction primaire et beaucoup de volonté. Alors Drancourt, il s'engage à 20 ans, en 1889, au 43e Héry, c'est le régiment de Cambrai. Il est natif du coin. Il passe rapidement caporal. Il bénéficie de ce qu'on n'appelait pas encore les emplois réservés, mais une affectation spéciale douane. Ça veut dire qu'en 1892, il rejoint les douanes. Je rappelle que pour être douanier, il fallait avoir été soldat. C'est un point important. Il gravit les échelons, il est brigadier des douanes à Madagascar, où il va rester quelques années, de 1897 à 1901. Et en 1901, il rentre en métropole pour deux bonnes raisons. La première, je ne les place pas dans l'ordre, l'une est de prendre son grade de sous-lieutenant à Longemer, près d'Épinal, et l'autre de se marier avec une payse, Marie Desnoyelles, qui est institutrice dans la région de Cambrai. Quelque temps après, il est lieutenant à Givet en 1908 et il va être appelé le 24 août avec son bataillon, le 2e bataillon des douanes, bataillon des douanes de Valenciennes. Il est appelé à l'activité militaire. Il lui reste 2 jours à vivre et ça va aller très vite. Le 2e bataillon va perdre des hommes à la bataille des frontières, à Crespin, à Saint-Hébert, donc dans cette couverture de l'extrême frontière. Le bataillon revient vers Valenciennes, commence à se replier vers le sud, et là on arrive dans la tragédie, parce que les lignes de repli de ce bataillon sont juste dans l'axe de l'avance allemande. Donc ils vont être bousculés. À droite, ils essaient de se rabattre vers l'île, ils n'y parviennent pas, quelques-uns passeront, d'autres pas.
Ils essaient de repartir à gauche vers la place de Maubeuge dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelques-uns y parviendront, qui seront ensuite faits prisonniers. Et pour la compagnie qui reste, la compagnie du capitaine Fourmanois, c'est l'enfer. Il y a deux nouveaux morts à Vendrègue sous Écaillon lors de la bataille d'Aspres, et Drancourt est fait prisonnier à Saint-Piton le 25 août avec les 2 autres officiers et 46 douaniers. Et là, ça nous est rapporté par les souvenirs du colonel von Demen, qui était le chef de corps du 71e Infanterie Régiment, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce douanier est donné comme un géant barbu, très accablé par la capitulation le premier jour, et on apprend que le deuxième jour, il est à la tête d'une rébellion contre les gardiens. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, nous sommes à la veille de la bataille du Cateau-Cambrésis. C'est que les Anglais se sont repliés de Mons. Mons, c'est la première bataille d'arrêt où le corps expéditionnaire anglais essaie de retarder les troupes allemandes. C'est un échec et les Anglais se replient sur le Cateau qu'ils mettent en état de défense et ils vont le tenir pendant 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe ? Nous avons des prisonniers gardés par des prisonniers toujours plus nombreux, gardés par un groupe d'Allemands de moins en moins nombreux, et à la fin, Drancourt se retrouve avec 5 autres captifs, et il y a seulement 2 gardiens. Il se saisit du fusil du premier, le second l'ajuste, le tire, et comme il bouge encore, l'achève à coups de baïonnette. Et les versions varient, mais selon certains, les 5 autres soldats auraient été également exécutés ou pas. Là, on n'a pas pu trancher ce dernier point, mais en tous les cas, Drancourt est le premier officier des douanes tué pendant la guerre 14-18 et il va être enterré d'abord au Cateau et ensuite il aura une tombe de famille dans la région de Cambrai grâce à son épouse et il recevra à titre posthume la Légion d'honneur en 1920. Et tout en vous écoutant, Yvan Chazal-Vieille, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, nous avons symboliquement passé une frontière, celle de la moitié de l'émission. Alors je vous propose de faire une petite pause avec un chant que l'on appelait les chants de la revanche, ceux de 14-18. Nous allons écouter la Marche Lorraine, un chant que absolument tout le monde connaît, mais sans doute pas dans le texte original. Nous l'avons choisi ensemble. Joyeux Lorrain, chantons sans frein le refrain plein d'entrain de Jeanne Berger immortelle du pays de Moselle. À tous les échos des grands bois que nos voix à la fois chantent l'antique ritournelle qu'on chantait autrefois. Jeanne la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots, enfant de la plaine filait en gardant ses troupeaux, quitte à son jupon de laine avec ses sabots d'ondaine. Oh, 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 avec ses sabots. Fiers enfants de la Lorraine, des montagnes à la plaine, sur nous plane ombre sereine, Jeanne d'Arc, vierge souveraine, vieux Gaulois à tête ronde,
auditeurs auront peut-être reconnu la voix d'André Dassary dans l'interprétation de cette marche lorraine. Aujourd'hui, dans cette émission des Français qui parlent aux Français du bout du monde, nous vous parlons de la douane avec un historien mais surtout un douanier, Yvan Chazalvieille, et c'est Joël François qui mène l'entretien. Donc messieurs, je vous rends le micro. Alors, pendant toute cette guerre 14-18, notamment à partir de 1915, les plus jeunes douaniers sont carrément incorporés dans les unités combattantes. Ils occupent des tâches de prévôté, souvent peut-être du côté de Dunkerque, mais il y a quand même autre chose. Et il y en a qui étaient responsables surveillants du littoral, et là, on apprend un fait d'armes extraordinaire, des douaniers capturent un sous-marin. Oui, c'est une histoire un peu rocambolesque, effectivement. Alors, effectivement, en 1915, les troupes sont pas les troupes ne sont plus forcément toutes en première ligne. Il y en aura quand même dans la région de Belfort. Il y en aura également du côté de Dunkerque. Mais les agents les plus âgés vont se voir confier des tâches prévôtées. Pour lesquels ils seront d'ailleurs félicités par l'amirauté à Dunkerque, et ils se voient également confier des tâches traditionnelles de surveillance de la frontière. Et là arrive un jour l'imprévisible. Nous sommes le 26 juillet 1917, et une patrouille de douaniers, ils sont 3, peut-être 4, et ils passent le long de Vissant. Alors, Vissant, il faut se représenter, c'est près de Boulogne, ce sont des plages de mer du Nord, des plages très plates. Quand la mer se retire, elle se retire sur des kilomètres. Et là, quelle n'est pas la surprise des douaniers, avoir au milieu de la brume une sorte de cigare, un bateau échoué et qui mesure à peu près 50 mètres de long. Alors, il s'approche, voir s'il s'agit d'une tentative de débarquement, s'il s'agit d'espions, et il voit un sous-marin. Alors le sous-marin, il a été identifié depuis, c'est un sous-marin mouilleur de mines, le IC-62, qui a été construit en Allemagne en 1916, et qui est là pour sa 5e mission. Alors, comment fonctionnaient ces sous-marins ? C'était des sous-marins mixtes, ils étaient à la fois pourvus de torpilles, pourvus d'un canon pour attaquer les bâtiments en surface, et surtout de puits de mines. Donc ils lâchaient des mines marines dans des points de passage obligés de l'adversaire, et ensuite il se mettait en chasse avec le soulagé du poids de 16 mines. Il pouvait aller chasser la croisière alliée, essayer de couler soit des bâtiments qui transportaient des troupes ou du fret, ou encore des bâtiments de guerre. Et c'est ce qui est arrivé à ce bateau qui était à sa 5e croisière, qui en fait n'avait pas les repères qu'il fallait pour faire son point, qui n'a pas vu qu'il allait talonner un banc de sable, ce qui est arrivé. Il devait déposer des mines, je l'ai dit, devant Dunkerque et Boulogne, et ensuite partir en chasse dans le golfe de Gascogne. Il n'en aura pas l'occasion, puisque la marée se retire plus vite que prévu, et le bateau reste échoué sur le sable. Alors le commandant du navire fait sortir ses hommes d'équipage, il y avait à peu près 20 personnes à bord. Il allume les charges de destruction parce qu'il sent bien qu'il est repéré et qu'il n'aura pas le temps de se remettre à l'eau. Les charges explosent, endommageant le sous-marin. Dans le même temps, les douaniers ont donné l'alerte. Une patrouille de cavalerie belge passe et va donner l'alerte à Dunkerque, d'une part, et d'autre part, s'assure de la vingtaine de prisonniers. Alors, les douaniers donc se battent les armes à la main, mais il y a aussi une autre guerre qui se joue, c'est une guerre économique qui n'avait pas encore de nom, mais qui existait bel et bien. Et donc, on fait appel aux douaniers pour cette compétence. Tout à fait. Et là, c'est le relais, un avatar du rôle économique des douanes dont on parlait tout à l'heure en préambule. Il s'agit, et ça c'est pas seulement les agents des brigades, c'est aussi les agents chargés du dédouanement et du contrôle du commerce extérieur. Il s'agit d'empêcher la contrebande de guerre, éviter que l'ennemi d'alors, l'Allemagne, se ravitaille en produits de première nécessité, en produits stratégiques, le fer, le manganèse, les
des produits servant à la fabrication d'explosifs, les nitrates du Chili. Donc représentez-vous que l'Allemagne, elle est sous l'effet d'un blocus. Et pour que le blocus soit parfait, il faut lutter contre la contrebande de guerre. Et ça va se faire en collaboration étroite avec la Marine nationale. Alors, les douaniers sont alors chargés de missions spéciales. En quoi consistent ces missions spéciales ? Alors, ces missions spéciales, on a eu une information dessus dès 1920, puisqu'il y a un journaliste qui a eu son heure de gloire et qui est un peu oublié maintenant, Jacques Mortagne, qui a beaucoup écrit sur les héros de l'air entre 1919 et 1939, et il a parlé bien sûr des aviateurs, il a beaucoup parlé de Jules Védrine, qui est un personnage exceptionnel, et il a également parlé des missionnaires douaniers avec trois histoires un peu romancées, mission spéciale, au poteau et douanier en mission. Alors c'est un sujet qui par la suite a été creusé par le précurseur qui était Claude Pellerin, ancien membre de l'association pour l'histoire et l'administration des douanes, qui a écrit quelques articles. Et je dirais que l'ouvrage qui fait à l'heure actuelle autorité est un ouvrage remarquable du lieutenant-colonel Olivier Lahaye, Les missions spéciales pendant la Première Guerre mondiale, qui a été publié en 2018 aux éditions Histoire et Collection et qui fait un point de la connaissance sur ces missions spéciales. Mais encore une fois, on ne sait pas tout, car le fait que ces missions aient été secrètes, que des archives ont disparu, fait qu'on en est réduit pour certaines choses à des conjectures. Alors, une autre révélation de cette Première Guerre mondiale, ça a été l'avènement de l'aviation. Et en quoi les douaniers ont-ils été concernés ? Alors, ils n'ont pas été tout de suite, à vrai dire. C'est l'histoire des missions spéciales, c'est la rencontre du corps militaire des douanes avec sa capacité de renseignement, de collecte de renseignements, et une arme aérienne qui se structure à cette époque-là, avec, c'est que le premier vol enregistré en France, c'est celui de Clément Ader, 1890, mais après, l'histoire s'accélère terriblement, avec Blériot en avec un premier vol officiel enregistré en 1906, avec le franchissement de la Manche par Blériot en 1909, et avec, pour la première fois en 1910, une vraie formation militaire aérienne qui va participer aux manœuvres de Picardie, la création en 1912 de l'aéronautique militaire, si bien qu'en 1914, nous alignons 162 avions, c'est-à-dire moins que l'Allemagne, mais plus que la Grande-Bretagne. Et ces avions, au départ, sont multitâches. Ils font du renseignement, de l'observation, ils déposent des officiers de liaison, ils vont se lancer dans la chasse, puisqu'il y aura le 5 octobre la première victoire aérienne remportée par Franz Queneau. Et en novembre 14, on commence à se lancer dans des bombardements d'usines, dans du bombardement stratégique. Donc vous voyez, à partir du même outil très imparfait, on va commencer à mettre en place les grandes tâches de l'aéronautique militaire que sont le renseignement, l'observation, la chasse et le bombardement, et en même temps on va dire que tout cela, ça peut permettre aussi de franchir les frontières pour aller déposer des observateurs chez l'ennemi, et c'est là que les douaniers entrent en scène. Mais auparavant, comme je suis quand même un peu juriste, je vais rappeler quels étaient les risques courus par ces gens qui allaient de l'autre côté de la frontière recueillir du renseignement. Étaient-ils des espions, ce qui leur valait d'être fusillés, ou étaient-ils des militaires en mission, et dans ce cas protégés par la Convention de La Haye? Alors la Convention de La Haye, les travaux de La Haye là-dessus sont allés assez loin, parce les législateurs dans les années 1910 sont assez préoccupés par ces déposes d'agents, par ces bombardements, par les capacités offertes par. D'ailleurs, on ne parle pas encore de l'arme aérienne, on vise autant les ballons, les dirigeables que les avions. Et donc, ce qu'on peut en retenir de façon très
schématique, c'est que soit on était en civil et on risquait fort de finir au poteau, parce qu'on était considéré comme un espion, soit on était en tenue d'uniforme, ou partiellement ou totalement, ou on avait un ordre de mission, et on avait peut-être une chance de s'en tirer si on n'était pas tué tout de suite. Voilà. Alors, au passage, je peux mentionner les avions les plus connus de ces débuts de la Première Guerre mondiale. Il y avait bien sûr l'ancêtre, le Blériot 11, et puis on est arrivé au Morane-Saulnier, dit Parasol. Ensuite, ça a été le célèbre Nieuport 10, qui a remporté de nombreuses courses aériennes et qui est devenu en 1915 un biplace. Ça fait l'avion de Navarre notamment. C'est là que Guynemer, c'est avec un Nieuport 10 que Guynemer a fait ses débuts. Après arrivent des avions qui vont s'illustrer, comme le Caudron G3, un drôle de petit canard, une espèce de biplan avec une hélice active, au large train, qui était certainement lent, mais qui avait l'avantage d'être très stable. Et enfin, le bombardier furtif, le Voisin 10, en 1918, déjà en fin de la guerre. Donc, c'était les avions qui commençaient vraiment à s'imposer, avec des pilotes comme Védrine, Guynemer, Navarre, De Rose, le groupe des Cigognes, etc. Et les douaniers étaient dedans. Tout à fait, mais je reviens juste un instant sur les avions pour dire les avions qu'on vient de décrire là sommairement, que vous avez évoqués en rappelant leur nom et à quoi ils servaient, c'est pas les avions les plus performants, mais c'est des avions qui, à un moment donné, répondent à un besoin, c'est-à-dire transporter un missionnaire, car on les appelait missionnaires, avec son matériel et notamment ses pigeons, pour pouvoir correspondre, renvoyer les renseignements. Et donc on va choisir le Morane-Saulnier Parasol. Pourquoi ? D'abord, on choisit le Blériot. Pourquoi ? Parce qu'il y a que ça de disponible en 14. La première mission de dépose d'un agent a été faite en Blériot 10. On va avoir le Morane-Saulnier. Pourquoi ? Parce que avec son aile Parasol, il donne un très bon champ de vision au sol. Or, il faut poser l'avion sur des prairies souvent en mauvais état, où les Allemands ont pu tendre des pièges, donc voir le sol est essentiel. Même si le Morane-Saulnier n'est pas très rapide, il permet de bien voir. Le Nieuport 10 est un avion extrêmement fiable, et en fait de biplace il va devenir chasseur simplement parce qu'on bouche la place du passager et on rajoute une mitrailleuse. Vous voyez comme quoi on faisait un peu argent de tout et de nécessité vertu. Le Caudron G3, c'est un avion qui a la particularité d'avoir un train d'atterrissage très large, ce qui permettait de se poser sur des prairies inondées où il y avait des obstacles. Et quant au bombardier furtif Voisin 10, il a la particularité d'avoir fait du bombardement de nuit, et on s'est aperçu que faisant du bombardement de nuit et étant très discret, il pouvait également déposer des agents. Donc vous voyez, à chaque fois, et je voudrais insister là-dessus, les gens qui ont conçu ces missions cherchaient la solution la plus adaptée à des problèmes concrets. Alors, on peut dire quand même qu'à l'époque, les douaniers étaient spécialisés dans l'espionnage militaire et dans la guerre économique. Donc déjà, ils retrouvaient ce qu'ils avaient fait d'ailleurs un siècle plus tôt, quand il y avait le blocus avec l'Angleterre, ça devenait une spécialité. C'est tout à fait vrai, avec une particularité, je dirais, c'est que en 14-18, nous sommes dans une guerre industrielle, donc avec des flux importants de soldats, des flux importants de marchandises, des flux importants d'obus, de matériel de toutes sortes, et un objectif très particulier, et c'est ça qu'il faut avoir constamment en tête. L'obsession du commandement français, c'est d'observer la rocade ferroviaire qui relie les troupes allemandes au nord et à l'est. Car c'est grâce à cette rocade ferroviaire qui passe par Charleville-Mézières que les Allemands vont pouvoir faire roquer, selon le terme des échecs, des troupes, faire roquer des troupes de la Picardie à Nartois, sur la Somme et à Verdun. Et donc il était essentiel pendant cette période-là au commandement français de savoir qu'est-ce qui transitait par ces voies ferrées et si possible de détruire ces voies ferrées. Donc les deux missions des douaniers, ça va être d'observer et si possible détruire ou endommager ou retarder le transit sur ces voies ferrées. Et pourquoi on prend des douaniers pour ces tâches-là ? C'est simplement parce que justement le douanier est un ancien militaire, donc il a une culture militaire, il sait reconnaître
des unités adverses. Il sait observer des flux, et ça c'est la base du métier de douanier, donc il saura dire si c'est une section qui est passée, ou une compagnie, ou un bataillon, ou un régiment, et il saura aussi rendre compte, puisque le douanier, quand il rentre du service, la première chose qu'il fait, c'est il fait son compte-rendu de service. Donc il y avait des agents qui avaient la culture militaire, la capacité à observer, la capacité de rendre compte. Et en plus, la plupart étaient originaires de la région, ce qui leur permettait de connaître les rues, les chemins les plus dérobés, et d'arriver à se dissimuler, car ils jouaient chacun leur vie. Hein. Alors, en 1918, à l'heure du bilan, 12 000 douaniers mobilisés dans leur bataillon, 1426 morts, 1905 blessés, 5 fusillés, ça fait quand même beaucoup, sans oublier peut-être 52 missions spéciales recensées. Tout à fait. Alors sur les 52 missions spéciales recensées, on sait que 23 ont été traitées par des douaniers, soit à peu près la moitié. Avec un paroxysme, je dirais, en 1915. Et effectivement, ces missions vont permettre de faire face aux offensives d'Artois et de Champagne, donc d'observer les troupes allemandes. Et il y aura notamment un succès tactique extrêmement intéressant qui va être observé, qui va être obtenu grâce au rapport du sergent Herblot. Le sergent Herblot est père de cet enfant, quand même volontaire pour aller observer les Allemands. Il va passer 15 jours derrière les lignes allemandes. Il va récupérer des informations qui vont permettre aux Français de conquérir un segment de tranchée au Moulin-sous-Touvent et de faire 8000 prisonniers et 2000 morts. Et l'histoire finit mal, d'ailleurs, puisque au moment où Jules Védrine veut aller le récupérer, le sergent Herblot est intercepté par les troupes allemandes sous les yeux de Védrine, qui est en l'air et qui assiste à son arrestation. Alors Herblot va sauver sa tête et il va passer 3 ans en captivité. Il sera libéré en 1919. Alors, après cette très belle page d'histoire, 1870, on a parlé même auparavant, 1914-18, à 39-45, c'était la même chose. Les douanes d'aujourd'hui sont très différentes. D'ailleurs, je dis les douanes. Dit-on la douane ou les douanes ? C'est une question de mode un petit peu et d'époque. Les deux termes sont exacts. On parlait des douanes comme on parlait des droits indirects. On considérait que chaque droit de douane était différent de notre droit, et donc la douane était chargée de collecter l'ensemble des droits de douane, d'où le pluriel. Comme on parlait de la ferme générale ou des 5 grosses fermes. La mode maintenant tend à parler de la douane. Mais le terme les douanes est tout à fait également. Il sent son XVIIIe siècle, sa fin du XVIIIe siècle, mais il est tout à fait exact. Voilà, avec vous, Yvan Chazallier, on va ouvrir une autre page d'histoire. Vous avez été pendant près de 7 ans, ce qui est long, diplomate à Berlin. Vous étiez l'attaché douanier de la France auprès des pays de l'Europe du Nord. Donc vous n'étiez pas qu'en Allemagne, mais dans d'autres pays également. Quel est le regard que vous portez sur l'action que porte la douane française avec des douaniers à l'étranger? Est-ce qu'il faut un travail qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas? Et je prends un exemple. Je sais que vous avez beaucoup travaillé lorsqu'il y a eu l'affaire de la Covid, il nous a tous occupés partout. Et là, la douane a joué un rôle particulier, notamment à l'étranger. Ah, tout à fait. Non, je pense déjà quant au regard que la douane française porte sur l'action de ses représentants, il m'est difficile de vous répondre. Mais ce que je peux dire, c'est que nous formons un réseau de près de 20 attachés douaniers de par le monde. C'est le réseau douanier, à ma connaissance, le plus important en Europe, ce qui n'est pas négligeable. Et si l'administration a choisi d'investir là-dedans, c'est parce que elle y trouve le retour sur investissement est considéré comme suffisant, comme satisfaisant, pardon. Concernant le Covid, je dirais que vis-à-vis du Covid, on a décliné un peu toutes les missions douanières, c'est-à-dire faciliter l'importation des masques, faciliter l'importation des produits nécessaires aux soins, faciliter le transport
international de produits de soins, et j'ai le souvenir d'une très belle coopération avec la douane allemande pour acheminer des produits de l'Institut Pasteur Paris à l'Institut Pasteur Dakar, qui a été tout à fait remarquable et où les douanes allemandes nous ont beaucoup aidés. J'ai en tête également un transport sous douane de gants chirurgicaux entre la République tchèque et la France, où les douanes ont travaillé la main dans la main, ce qui était tout indiqué en matière de gants d'ailleurs, à tel point que nous avons appelé cette opération Glove Story, tellement elle avait bien marché. Donc, aider au commerce licite, clairement, aider à l'acheminement des produits, et en même temps, notre rôle a été de lutter contre différentes escroqueries ou différentes fraudes concernant le Covid, en rapport avec le Covid plutôt, comme par exemple la fourniture de masques ne correspondant pas aux normes, comme par exemple des escroqueries aux masques avec des escrocs, des aigrefins qui ont proposé des masques qui n'existaient pas à des collectivités locales, et là la douane a agi pour protéger les populations et protéger les institutions chargées de la lutte contre les fléaux sanitaires. Parce que bon, la grande criminalité organisée, le trafic de cocaïne, tous ces trafics, on sait que c'est un combat permanent de la douane ou des douanes. Mais il y a toutes ces crapuleries qui ont des conséquences. Les gens qui fabriquent des faux médicaments, ça peut tuer énormément. Et là, les douaniers sont au premier rang. Est-ce que la coopération entre douaniers français et douaniers allemands, douaniers français et douaniers tchèques, par exemple, ça marche bien? J'irai plus loin que vous, je dirais qu'elle a été optimale. Sur des sujets qui sont d'importance vitale comme cela, on a été encore meilleur que nous l'étions sur des sujets ordinaires, parce que ce sont des thèmes encore plus mobilisateurs, si je puis dire, et qui sont vraiment d'intérêt commun. Oui, je peux dire que la coopération douanière en matière de lutte contre le Covid a été exemplaire. Et évidemment, ça crée des liens d'amitié quand on est pendant 7 ans en poste à Berlin dans tous ces pays. Tout à fait, ça restera autant de pierres blanches qui ont jalonné ma carrière. D'ailleurs, je peux dire que le Covid a complètement renouvelé l'intérêt pour notre activité, parce qu'il a fallu être inventif, découvrir de nouvelles méthode de fraude et aller plus vite que les organisations de fraude. Il est clair que, par exemple, on a parlé du Covid directement, mais le Covid a également changé les stratégies des groupes criminels qui importaient des produits stupéfiants. Et nous avons dû nous adapter à cette évolution. À tel point que nous avons plus de saisies de drogue cette année, dans l'année qui vient de s'écouler, que dans les années précédentes. Preuve qu'on a su suivre le mouvement. Je sais qu'il y a quelques mois, je m'en souviens, vous étiez très heureux de voir que vos amis tchèques, vos amis douaniers tchèques, avaient décidé de faire un cadeau à la France. Oui, vous pensez aux gants, effectivement, c'est la fameuse opération Glove Story. La République tchèque avait beaucoup de gants chirurgicaux en réserve, et dans le cadre d'une bourse aux équipements au niveau européen, ils ont proposé à la France, qui était en manque de ce produit, de leur en fournir, et l'affaire a été suivie d'un bout à l'autre par les douanes tchèques et par l'attaché douanier à Berlin, et par la douane de Reims qui a assuré la mise en sécurité des produits en liaison avec les pompiers locaux, puisque c'était une coproduction de sécurité, si j'ose dire, entre douane et pompiers des deux pays. Douanier un jour, douanier toujours. Maintenant, après la période juridique, c'est la période historique qui s'ouvre pour vous? Oui, j'espère avoir effectivement un peu de temps devant moi pour creuser quelques cold cases comme celui du douanier de Rancourt, cold case qui remonte à août 14, et où certaines circonstances des dernières heures du douanier de Rancourt demeurent encore inconnues, et c'est un sujet que j'aimerais approfondir pour lui rendre hommage. Alors, est-ce que peut-être que le problème des douanes sur le plan historique, c'est d'avoir un très beau musée et de l'avoir à Bordeaux et pas à Paris?
Il y a beaucoup de musées à Paris et il faut penser à la province, c'est le provincial qui parle, et mon avis est d'autant plus désintéressé que je suis toulousain et pas bordelais, mais c'est un musée extraordinaire parce que il occupe des locaux qui étaient déjà occupés par la ferme générale au milieu du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une continuité d'occupation de ces magnifiques bâtiments sur la grande place de Bordeaux depuis le XVIIIe siècle. Et c'est un musée qui renouvelle régulièrement ses expositions, qui a rouvert récemment. Donc je ne peux qu'inviter nos auditeurs qui seraient de passage à Bordeaux à aller visiter ce musée, qui est une excellente entrée en matière sur l'histoire de l'administration des douanes et auprès duquel on peut se procurer un certain nombre d'ouvrages sur des sujets historiques liés à la douane. Yvan Chazalviel et moi, ça vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors à mon tour, Yvan Chazalviel, je tiens à vous remercier, tout comme vous, Joël François, qui nous avez permis d'avoir ce beau récit de l'histoire des douanes. Et puisque vous parliez dans les derniers instants de ce musée national des douanes, moi je signalerai que le musée national des douanes à Bordeaux abrite en ce moment même une exposition intitulée Baie des douanes, visible jusqu'au 5 décembre prochain. Alors, n'hésitez pas à aller jusqu'à Bordeaux pour voir cette exposition. Et nous allons terminer avec un autre air célèbre que tout le monde connaît, Quand la Madelon, interprété par la musique de la Garde républicaine. La semaine prochaine, les Français parleront encore aux Français du bout du monde et nous vous ferons à nouveau la surprise du thème abordé. Merci de votre fidélité. Au revoir à toutes et tous. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.